Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Quelle suite donner à la transition politique au Tchad alors que l'échéance des 18 mois initialement prévue pour cette période se rapproche? La société civile est partagée sur la prolongation de ce processus devant assurer le retour à l'ordre constitutionnel. Nouvelle mobilisation populaire contre les généraux au Soudan. 10 mois après le coup d'État militaire d'octobre 2021, les manifestants pro-démocratie entendent obliger l'armée à rendre le pouvoir. Ils dénoncent l'incapacité du pouvoir militaire à gérer le pays. Et les envois de fonds de la diaspora sont devenus la première source de devises en Égypte. Un nouveau record de transfert pourrait être atteint à l'issue de l'exercice 2021-2022. Une hausse de 2,1% a été enregistrée sur les 11 premiers mois de l'exercice en cours. Mais tout d'abord, au Soudan, le ministère de la Santé a annoncé ce lundi 1er août avoir détecté le premier cas de variole du singe dans le pays, dans l'état du Darfour Ouest, frontalier avec le Tchad. Il s'agirait d'un adolescent de 16 ans. Il faut rappeler que le Soudan possède l'un des systèmes de santé les plus fragiles au monde, avec un manque d'accès à l'eau potable favorisant la transmission des maladies. Rappelons que le 23 juillet, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la maladie, alors que plus de 18 000 cas ont été recensés dans 78 pays, dont 70% en Europe et 25% sur le continent américain. Quel avenir pour la transition politique au Tchad? Le Conseil militaire de transition avait été soutenu sur la base de la promesse de respecter la période de transition de 18 mois entamée après la mort du président Idriss Déby Itno en avril 2021. Mais à quelques mois de la fin de ce processus, les autorités de transition entretiennent le suspense sur leur intention concernant le pouvoir et la société civile est partagée sur une éventuelle prolongation, un sujet de Sévérin Dequeux. Le rendez-vous pour un retour de l'ordre constitutionnel est au cœur du suspense au Tchad. Le 20 octobre 2022 est l'échéance que s'est accordée le Conseil militaire de transition. Mais depuis avril 2021, la marche vers un retour à la normale n'a pas beaucoup évolué et certaines associations de la société civile ont commencé depuis le week-end du 31 juillet à plaider pour un prolongement, comme l'indique la charte de transition. Depuis que le Conseil militaire de transition a été mis en place, le climat politique a été décrispé et compte tenu des chemins qui restent à parcourir, le bureau La Gazelle invite les institutions compétentes à proroger la période de la transition en cours pour permettre de mener le dialogue national prévu pour le 20 août 2022 dans un climat serein. Pour de nombreuses organisations et membres de la société civile, la transition n'a pas tenu ses promesses. Il serait donc inconcevable de la proroger. Sosten Bernoudi, le porte-parole du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, appelle au respect des textes. L'imbroglio autour de la transition est à l'origine, selon lui, de nombreuses arrestations arbitraires et autres scandales. Avec de nombreux scandales, des arrestations à l'instar des leaders de Wokitama ou du policier Mikela Élysée toujours en détention. Donc, au terme des 18 mois, ce n'est plus le moment de renouveler cette transition. Le dialogue national inclusif qui doit commencer le 20 août 2022 reste conditionné par la fin du pré-dialogue entre le gouvernement et les mouvements rebelles. Initié à Doha au Qatar, il reste toujours en cours. La mobilisation populaire ne faiblit pas au Soudan. Chaque semaine depuis le coup d'État militaire d'octobre 2021, des manifestants pro-démocratie défient la junte au pouvoir. Leur but, contraindre l'armée à rendre le pouvoir aux civils, et ce même au prix de leur vie. Une nouvelle manifestation s'est tenue à Khartoum ce 31 juillet, comme nous l'explique Zahra Mohamed Moutiou. Voilà 10 mois qu'ils manifestent quasiment chaque semaine. Et dimanche encore, ils étaient des milliers sur les grandes artères de la capitale Khartoum pour dénoncer le régime militaire en place depuis le coup d'État du 25 octobre 2021. Ici, ces manifestants tentent de rallier le palais présidentiel. Mais très vite, ils sont bloqués par la police qui fait usage de jets de gaz lacrymogène. C'est dans seulement 10% des cas que vous pouvez rentrer chez vous sans blessure.
Le reste du temps, vous êtes un martyr ou alors arrêté ou blessé. Mais nous sommes ici. Nous n'avons qu'un seul message, les militaires doivent partir et les forces de soutien rapide doivent être dissoutes. Le Soudan est sous haute tension depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Depuis le coup d'État, la répression a fait 116 morts et des milliers de blessés parmi les protestataires qui réclament le retour à un gouvernement civil. Il est très clair que les manifestants se heurtent à la répression, ce qui nous rend plus persistants à mettre fin au coup d'État et à obtenir un État civil, si Dieu le veut. Malgré la répression, la mobilisation continue. Et c'est par dizaines de milliers que ces protestataires scandent les slogans appelant à la chute d'Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée et auteur du coup d'État qui a plongé le Soudan dans une grave crise politique, mais aussi économique. Également dans l'actualité, l'Algérie est intéressée par les BRICS, acronyme pour désigner l'alliance constituée depuis 2011 entre 5 grandes puissances, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a évoqué cette possibilité le 31 juillet. Cette option permettra à l'Algérie d'intégrer une force politique qui garantit, selon lui, un nouvel ordre économique où règne parité et équité entre les pays. Il est à noter que le chef de l'État algérien a participé fin juin au sommet des BRICS par visioconférence. Forte de ces 10 millions de personnes, la diaspora égyptienne pèse dans les caisses de l'État égyptien. Les transferts de fonds de la diaspora ont augmenté de 2,1% en 11 mois et l'exercice 2021-2022 pourrait atteindre un nouveau record. Rappelons qu'au niveau du continent, l'Égypte est de loin le premier bénéficiaire de transferts émanant de sa diaspora. Les précisions de Joël Ballot. Les envois de fonds de la diaspora sont devenus la première source de devises de l'Égypte devant les recettes des exportations, les revenus du canal de Suez, les recettes touristiques et les investissements directs étrangers. Entre juillet 2021 et mai 2022, ces envois ont connu une hausse de 2,1%. Selon les données de la Banque mondiale, ce renchérissement est le reflet de la hausse des prix du pétrole qui alimente les envois de fonds depuis les pays du Golfe arabique vers l'Égypte. La diaspora égyptienne est l'une des diasporas qui envoient le plus de fonds rapatriés dans leur pays d'origine, et cela aussi est renforcé par le fait qu'il y a aujourd'hui une crise du pétrole. Le fait qu'il y ait une hausse des prix du pétrole conduit inéluctablement à une baisse du pouvoir d'achat, car le prix du pétrole consomme beaucoup dans le pouvoir d'achat des ménages et dans leurs dépenses, et en sachant que la consommation de pétrole consomme beaucoup dans leur budget, effectivement ils ont moins d'argent pour pouvoir se financer. L'Égypte compte une diaspora estimée à 10 millions de personnes, avec une majorité établie dans les pays producteurs de pétrole du Golfe arabique, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Devenue la première source de devises du pays, les transferts de la diaspora égyptienne entre juillet 2021 et mai 2022 se stabilisent à 29,1 milliards de dollars contre 28,5 milliards de dollars un an plus tôt. Je pense que comme dans la plupart des diasporas, c'est l'essentiel de ce mécanisme qui explique le fait que la diaspora égyptienne soit de plus en plus sollicitée pour l'envoi des fonds dans ce pays. En dépit de la crise économique induite par le Covid-19, les transferts de la diaspora égyptienne n'ont pas fléchi. Avec une valeur totale de 32 milliards de dollars, la Banque mondiale a déclaré que l'Égypte se classait parmi les 5 premiers pays recevant des envois de fonds en 2021. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de fèves de cacao au monde. Elle fournit à elle seule 40% des besoins en cacao des industries du secteur alimentaire et pourtant, ses producteurs y gagnent peu. Une série de réformes a donc été mise en place par le Conseil Café Cacao pour changer la donne. Mais malgré la bonne volonté, ces réformes restent soumises à la réalité du marché mondial. Les explications de Nathalie Moreau.
Les cacaoculteurs ivoiriens sont les grands acteurs qui ont fait de leur pays le premier producteur mondial de cacao. La Côte d'Ivoire produit 40% des fèves de cacao échangées sur les marchés internationaux. Force est de constater la différence entre les revenus du secteur et la paupérisation des agriculteurs, une réalité à laquelle les autorités de la Côte d'Ivoire ont décidé d'apporter une réponse. Dans un communiqué, le Conseil Café-Cacao a fixé à 0 sa prime sur le différentiel d'origine en août 2022 contre 125 livres en juillet dernier. S'il y a eu des bonus, ça c'est maintenant dans les caisses du Conseil Café Cacao ou bien c'est dans les caisses de l'État. Si on fait un tel schéma, ça peut profiter à l'État, aux producteurs ivoiriens. Mais dans le cas présent là, ça sera difficile parce que on a cette la volonté, nos gouvernants ont cette la volonté, ils ont une très bonne volonté d'ailleurs de vouloir bien faire, de nous aider, mais malheureusement, nous ne maîtrisons pas le marché mondial. Nous n'avons pas aussi la liquidité, c'est les multinationales qui ont la liquidité. Or, les multinationales font des affaires, font du business. C'est pas du sentimentalisme. Le différentiel d'origine dont vont bénéficier les agriculteurs va s'appliquer en même temps que la taxe sur le différentiel de revenu vital de $400 par tonne imposée depuis 2019. Cet impôt prélevé auprès des multinationales a permis d'augmenter de 20% le prix borchant du cacao en octobre 2022 dans le pays. Si réellement on veut que le producteur à la base sente que son revenu augmente, il faut créer une prime à la qualité. C'est pourquoi nous proposons une norme de commercialisation du cacao durable incorporée dans un label de qualité. La Côte d'Ivoire produit du cacao depuis 1888 avec pour principal bassin de production la zone du centre-ouest, pourvoyeuse de 36% du cacao national. Le pays a déjà vendu tous ses contrats pour la campagne cacaoyère 2022-2023, mais espère appliquer un différentiel positif pour la mi-récolte 2022-2023 et la campagne 2023-2024. À proximité de la frontière algérienne se loge Oujda, l'une des plus anciennes villes du Maroc. Elle est réputée pour sa culture, ses traditions, mais aussi pour le football qui s'y pratique. Là-bas, le ballon rond occupe une place de choix. José Douglas nous présente ce phénomène. Célèbre pour sa grande mosquée, construite à la fin du XIIIe siècle. La mosquée se trouve dans la vieille ville, la Médina. Derrière les remparts, on y trouve de nombreux souks et boutiques avec des fruits, des épices, des bijoux et des vêtements traditionnels. Sans oublier la galerie d'art orientale, moderne et traditionnelle. Mais Oujda, c'est aussi une ville réputée pour ses équipes de foot. Écoutez, je suis supporter du Mouloudia Club d'Oujda. J'ai été ancien joueur du Mouloudia de Club d'Oujda et l'USMO de d'Oujda aussi et le HLO, donc Hassania Lazare d'Oujda aussi, donc j'ai joué dans ces trois clubs. Donc ma vie natale, écoutez, Oujda c'est ma vie natale et ça me tient à cœur je suis ému quand je parle de ma ville. Le plus populaire des clubs reste évidemment le Mouloudia Club d'Oujda, fondé le 1er mai 1945. Le Mouloudia a réussi sa montée en division honneur lors de la saison 1949-1950, en participant à plusieurs Coupes d'Afrique du Nord. Champion du Maroc en 1975 et vainqueur de plusieurs Coupes nationales du Maroc, le club a ensuite connu la traversée du désert en quittant l'élite. Oujda dispose d'un stade de 35 000 places, construit en 1977, et l'équipe nationale y a même joué face à la Libye. Le foot marocain qui, au passage, se porte bien. Les fans d'Oujda rendent hommage au président de la fédération, ancien membre de la CAF. Écoutez, avec l'actuel président de la fédération marocaine, on voit au niveau de l'infrastructure, donc le Maroc, il a, on va dire, franchi un cap au niveau d'infrastructure. Il faut aussi évoquer le football féminin et la sélection qui vient d'effectuer une brillante CAN en perdant 2-1 en finale face à l'Afrique du Sud. Je pense qu'ils ont un super coach qui a fait du bon travail ces derniers temps. Et le football féminin, il se développe énormément au Maroc. Et il faut continuer dans cette lancée pour le football féminin qui pourra en fait honorer l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde, par exemple. Le Mouloudia termine 14e du championnat 2021-2022 avec 33 points. Meilleur buteur, l'Ivoirien Lamine Diakité, 11 buts. Et rappelons que le titre de champion a été remporté par le WAC de Casablanca devant le Raja. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.